L'article suivant de Jeffrey Sachs a été publié sur Common Dreams. Sachs est le président du Réseau de solutions pour le développement durable de l'ONU et il a été conseiller spécial des secrétaires généraux de l'ONU Kofi Annan, Ban Ki-moon et Antonio Guterres. L'ingérence américaine, à la demande d'Israël d'extrême droite de Netanyahou, a laissé le Moyen-Orient en ruine, avec plus d'1 million de morts et des guerres ouvertes faisant rage en Libye, au Soudan, en Somalie, au Liban, en Syrie et en Palestine, et avec l'Iran au bord d'un arsenal nucléaire. Dans les célèbres lignes de Tacite, historien romain, ravagés, massacrés, usurpés sous de faux titres, ils appellent cela un empire, et là où ils font un désert, ils appellent cela la paix. À notre époque, ce sont Israël et les États-Unis qui créent un désert et l'appellent paix. L'histoire est simple. En violation flagrante du droit international, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et ses ministres revendiquent le droit de gouverner plus de 7 millions d'Arabes palestiniens. Lorsque l'occupation par Israël des terres palestiniennes conduit à une résistance militante, Israël qualifie cette résistance de terrorisme et appelle les États-Unis à renverser les gouvernements du Moyen-Orient qui soutiennent les terroristes. Les États-Unis, sous l'influence du lobby israélien, entrent en guerre au nom d'Israël. La chute de la Syrie cette semaine est l'aboutissement de la campagne Israël-États-Unis contre la Syrie qui remonte à 1996 avec l'arrivée de Netanyahou au poste de Premier ministre. La guerre Israël-États-Unis contre la Syrie s'est intensifiée en 2011 et 2012 lorsque Barack Obama a secrètement chargé la CIA de renverser le gouvernement syrien dans le cadre de l'opération Timber Sycamore. Cet effort a finalement porté ses fruits. Cette semaine, après plus de 300 000 morts dans la guerre syrienne depuis 2011. La chute de la Syrie est survenue rapidement en raison de plus d'une décennie de sanctions économiques écrasantes, des fardeaux de la guerre, de la saisie par les États-Unis du pétrole syrien, des priorités de la Russie concernant le conflit en Ukraine, et plus immédiatement, des attaques d'Israël contre le Hezbollah, qui était le principal soutien militaire du gouvernement syrien. Sans aucun doute, Assad a souvent mal joué ses propres cartes et a fait face à un mécontentement interne sévère, mais son régime a été ciblé pour s'effondrer pendant des décennies par les États-Unis et Israël. Avant que la campagne américano-israélienne pour renverser Assad ne commence sérieusement en 2011, la Syrie était un pays à revenus intermédiaires en fonctionnement et en croissance. En janvier 2009, le conseil d'administration du FMI avait ceci à dire. Les administrateurs exécutifs ont salué la solide performance macroéconomique de la Syrie ces dernières années, comme en témoigne la croissance rapide du PIB hors pétrole, le niveau confortable des réserves étrangères et la dette publique faible et en diminution. Cette performance reflète à la fois une demande régionale robuste et les efforts de réforme des autorités pour évoluer vers une économie davantage axée sur le marché. Depuis 2011, la guerre perpétuelle Israël-États-Unis contre la Syrie, incluant les bombardements, les djihadistes, les sanctions économiques, la saisie par les États-Unis des champs pétrolifères syriens et plus encore, a plongé le peuple syrien dans la misère. Dans les 2 jours qui ont suivi l'effondrement du gouvernement, Israël a mené environ 480 frappes à travers la Syrie et a complètement détruit la flotte syrienne à l'attaquer. Poursuivant son agenda expansionniste, le Premier ministre Netanyahou a illégalement revendiqué le contrôle de la zone tampon démilitarisée dans le plateau du Golan et a déclaré que le plateau du Golan ferait partie de l'État d'Israël pour l'éternité. L'ambition de Netanyahou de transformer la région par la guerre, qui remonte à près de 3 décennies, se déroule sous nos yeux. Lors d'une conférence de presse le 9 décembre, le Premier ministre israélien s'est vanté d'une victoire absolue, justifiant le génocide en cours à Gaza et l'escalade de la violence dans toute la région. Je vous demande, réfléchissez-y. Si nous avions cédé à ceux qui nous ont dit à maintes reprises, la guerre doit être arrêtée, nous ne serions pas entrés à Rafah, nous n'aurions pas saisi le corridor de Philadelphie,
Nous n'aurions pas éliminé Sinwar. Nous n'aurions pas surpris nos ennemis au Liban et le monde entier dans une opération stratagème audacieuse. Nous n'aurions pas éliminé Nasrallah. Nous n'aurions pas détruit le réseau souterrain du Hezbollah. Et nous n'aurions pas exposé la faiblesse de l'Iran. Les opérations que nous avons menées depuis le début de la guerre démantèlent l'axe brique par brique. La longue histoire de la campagne d'Israël pour renverser le gouvernement syrien n'est pas largement comprise. Pourtant, le dossier documentaire est clair. La guerre d'Israël contre la Syrie a commencé avec les néoconservateurs américains et israéliens en 1996, qui ont élaboré une stratégie de rupture nette pour le Moyen-Orient pour Netanyahou lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Le cœur de la stratégie de rupture nette appelait Israël et les États-Unis à rejeter la terre contre la paix. L'idée qu'Israël se retirerait des terres palestiniennes occupées en échange de la paix. Au lieu de cela, Israël conserverait les terres palestiniennes occupées, gouvernerait le peuple palestinien dans un état d'apartheid, nettoierait ethniquement l'État étape par étape et imposerait une soi-disant paix pour la paix en renversant les gouvernements voisins qui résistaient aux revendications territoriales d'Israël. La stratégie Clean Break affirme « Notre revendication sur la terre, à laquelle nous nous sommes accrochés avec espoir pendant 2000 ans, est légitime et noble, et poursuit en déclarant « La Syrie défie Israël sur le sol libanais. » Une approche efficace et avec laquelle les Américains peuvent sympathiser serait qu'Israël prenne l'initiative stratégique le long de ses frontières nord en engageant le Hezbollah, la Syrie et l'Iran. Dans son livre de 1996, Combattre le terrorisme, Netanyahou a exposé la nouvelle stratégie. Israël ne combattrait pas les terroristes. Il combattrait les États qui soutiennent les terroristes. Plus précisément, il amènerait les États-Unis à mener le combat d'Israël à sa place. Comme il l'a expliqué en 2001. La première et la plus importante chose à comprendre est la suivante. Il n'y a pas de terrorisme international sans le soutien des États souverains. Retirez tout ce soutien étatique, et l'ensemble de l'échafaudage du terrorisme international s'effondrera en poussière. La stratégie de Netanyahou a été intégrée dans la politique étrangère des États-Unis. Éliminer la Syrie a toujours été une partie clé du plan. Cela a été confirmé au général Wesley Clark après le 11 septembre. On lui a dit, lors d'une visite au Pentagone, que nous allons attaquer et détruire les gouvernements de 7 pays en 5 ans. Nous allons commencer par l'Irak, puis nous passerons à la Syrie, au Liban, à la Libye, à la Somalie, au Soudan et à l'Iran. L'Irak serait le premier, puis la Syrie et le reste. La campagne de Netanyahou pour la guerre en Irak est détaillée dans le nouveau livre de Dennis Fritz, Deadly Betrayal. Le rôle du lobby israélien est expliqué dans le nouveau livre d'Ilan Pappé, Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic. L'insurrection qui a frappé les troupes américaines en Irak a retardé le calendrier de 5 ans, mais n'a pas changé la stratégie de base. Les États-Unis ont jusqu'à présent dirigé ou parrainé des guerres contre l'Irak, invasion en 2003, le Liban, financement et armement d'Israël par les États-Unis, la Libye, bombardement de l'OTAN en 2011, la Syrie, opération de la CIA durant les années 2010, le Soudan, soutien aux rebelles pour diviser le Soudan en 2011, et la Somalie, soutien à l'invasion de l'Éthiopie en 2006. Une guerre potentielle des États-Unis avec l'Iran, ardemment souhaitée par Israël, est toujours en attente. Aussi étrange que cela puisse paraître, la CIA a à plusieurs reprises soutenu des djihadistes islamistes pour mener ces guerres, et les djihadistes viennent de renverser le régime syrien. La CIA, après tout, a contribué à créer Al-Qaïda en formant, armant et finançant les Moudjahidines en Afghanistan à partir de la fin des années 1970. Oui, Oussama Ben Laden s'est ensuite retourné contre les États-Unis, mais son mouvement était tout de même une création américaine. Ironiquement, comme le confirme Seymour Hersh, c'est le renseignement d'Assad qui a averti les États-Unis d'une attaque imminente d'Al-Qaïda contre le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine.
L'opération Timber Sycamore était un programme secret de la CIA d'$1 milliard lancé par Obama pour renverser Bachar al-Assad. La CIA a financé, formé et fourni des renseignements à des groupes islamistes radicaux et extrémistes. L'effort de la CIA impliquait également une ligne de Ra pour acheminer des armes de la Libye, attaquée par l'OTAN en 2011, aux djihadistes en Syrie. En 2014, Seymour Hersh a décrit l'opération dans son article The Red Line and the Rat Line. Un annexe hautement classifié du rapport, non rendu public, décrivait un accord secret conclu au début de 2012 entre les administrations Obama et Erdogan. Il concernait la ligne de ratification. Selon les termes de l'accord, le financement provenait de la Turquie ainsi que de l'Arabie saoudite et du Qatar. La CIA, avec le soutien du MI6, était responsable de l'acheminement des armes des arsenaux de Kadhafi vers la Syrie. Peu après le lancement de Timber Sycamore en mars 2013, lors d'une conférence conjointe du président Obama et du premier ministre Netanyahou à la Maison-Blanche, Obama a déclaré « En ce qui concerne la Syrie, les États-Unis continuent de travailler avec leurs alliés et amis, ainsi qu'avec l'opposition syrienne, pour accélérer la fin du régime d'Assad. » Pour la mentalité sioniste américano-israélienne, un appel à la négociation par un adversaire est perçu comme un signe de faiblesse de cet adversaire. Ceux qui appellent à des négociations de l'autre côté finissent généralement morts, assassinés par Israël ou des actifs américains. Nous avons vu cela se dérouler récemment au Liban. Le ministre des Affaires étrangères libanais a confirmé que Hassan Nasrallah, ancien secrétaire général du Hezbollah, avait accepté un cessez-le-feu avec Israël quelques jours avant son assassinat. La volonté du Hezbollah d'accepter un accord de paix selon les souhaits du monde arabo-islamique, d'une solution à 2 États, est de longue date. De même, au lieu de négocier pour mettre fin à la guerre à Gaza, Israël a assassiné le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran. De même en Syrie, au lieu de permettre l'émergence d'une solution politique, les États-Unis se sont opposés plusieurs fois au processus de paix. En 2012, l'ONU avait négocié un accord de paix en Syrie qui a été bloqué par les Américains, qui exigeait qu'Assad parte dès le premier jour de l'accord de paix. Les États-Unis voulaient un changement de régime, pas la paix. En septembre 2024, Netanyahou a pris la parole devant l'Assemblée générale avec une carte du Moyen-Orient divisée entre bénédiction et malédiction, avec le Liban, la Syrie, l'Irak et l'Iran faisant partie de la malédiction de Netanyahou. La véritable malédiction est le chemin de chaos et de guerre d'Israël, qui a maintenant englouti le Liban et la Syrie, avec l'espoir fervent de Netanyahou d'entraîner également les États-Unis dans une guerre avec l'Iran. Les États-Unis et Israël se félicitent d'avoir réussi à détruire un autre adversaire d'Israël et défenseur de la cause palestinienne, Netanyahou, revendiquant le crédit pour avoir initié le processus historique. Il est fort probable que la Syrie succombera désormais à une guerre continue entre les nombreux protagonistes armés, comme cela s'est produit lors des précédentes opérations de changement de régime américano-israéliennes. En bref, l'ingérence américaine à la demande d'Israël de Netanyahou a laissé le Moyen-Orient en ruine, avec plus d'1 million de morts et des guerres ouvertes faisant rage en Libye, au Soudan, en Somalie, au Liban, en Syrie et en Palestine, et avec l'Iran au bord d'un arsenal nucléaire, poussé contre ses propres inclinations vers cette éventualité. Tout cela est au service d'une cause profondément injuste. Nier aux Palestiniens leurs droits politiques, au service de l'extrémisme sioniste basé sur le livre de Josué du 7e siècle avant notre ère. Remarquablement, selon ce texte sur lequel s'appuient les propres zélotes religieux d'Israël, les Israélites n'étaient même pas les habitants originels de la terre. Au contraire, selon le texte, Dieu ordonne à Josué et à ses guerriers de commettre plusieurs génocides pour conquérir Forward. Dans ce contexte, les nations arabo-islamiques et en fait presque tout le monde se sont à plusieurs reprises unis pour appeler à une solution à 2 États et à la paix entre Israël et la Palestine. Au lieu de la solution à 2 États, Israël et les États-Unis ont fait un désert et l'ont appelé paix.